Je me débattais de toutes mes forces, mais ils m'ont couché sur l'autel de sacrifice. Non! S'il vous plaît, laissez-moi partir! Maman et papa, pourquoi vous n'intervenez pas? Le fou avait déjà les mains sur ma gorge. Est-ce que c'était la fin pour moi? J'avais tant de plans pour ma nouvelle vie. Tout a commencé quand nous sommes déménagés ici. Le premier jour, j'ai dit à toute la classe que je voulais être la présidente de notre classe, mais personne ne semblait apprécier. Mes camarades de classe ont dit que j'étais une morveuse et m'ont embarrée dans un casier après les cours. Je pensais que j'allais y rester jusqu'au matin, mais un type nommé Kurt m'a libérée. Il a dit qu'il avait aussi été embarré dans un placard. Après cela, Kurt a commencé à s'étouffer. J'avais très peur. Il a sorti un inhalateur de sa poche, mais ses mains tremblaient tellement qu'il l'a échappé. Je l'ai ramassé immédiatement et je l'ai donné à Kurt. Quand il s'est senti mieux, il a dit que les souvenirs du placard l'excitaient. Le stress lui causait souvent des épisodes d'asthme. Après cela, Kurt m'a raccompagnée chez moi. J'étais plutôt heureuse. Je pensais m'être fait un ami et je lui ai dit qu'il pouvait venir me visiter n'importe quand. En soirée, lorsque nous nous apprêtions à manger notre dîner, on cogna à la porte. C'était Kurt avec ses parents. C'était étrange que Kurt se pointe sans avertissement et avec ses parents. Mais peu importe, j'étais heureuse de le voir. Je les ai invités à entrer. Pendant le dîner, mes parents et ceux de Kurt sont devenus amis. Ils nous ont donné un livre sur les Aztèques et nous ont invités au club de lecture. Ils ont dit que le prochain rassemblement parlerait des sacrifices. Je trouvais cela très étrange de discuter un tel sujet pendant le dîner. Mais mes parents étaient vraiment intéressés. Ils sont allés au club de lecture de plus en plus souvent et se sont fait plusieurs amis. Après un rendez-vous, ma mère a ramené une bouteille remplie d'un liquide rouge et puant. Elle a dit que c'était du sang de lapin. Ce n'est pas drôle, maman. Arrête tes farces. Mais pendant le dîner, elle en a mis dans mon jus. Elle a dit que c'était bon pour le corps et l'âme. J'ai refusé immédiatement. Quelques jours plus tard, Kurt a appelé et nous a invités à passer la fin de semaine sur sa propriété familiale. Tous les membres du club de lecture y seraient. Mes parents étaient ravis, mais moi, je ne voulais pas y aller du tout. Mais j'avais peur de blesser Kurt. En plus, je n'étais jamais allée sur une propriété pareille. Alors j'ai accepté. La maison de Kurt était immense. Un château au beau milieu d'une forêt, entouré d'une clôture. Près de l'entrée, un garde m'a demandé de rendre mon téléphone. Kurt a expliqué que sinon, l'Internet serait une distraction et m'empêcherait de participer aux échanges. J'ai dû donner mon téléphone à ces gros bourrus. C'était un déjeuner. J'ai vu de grosses tables avec des nappes blanches et mes parents étaient assis à l'une d'elles. Ils m'ont fait un signe de venir les rejoindre. Quelle atmosphère sérieuse. J'espère qu'ils vont nous apporter quelque chose de délicieux. J'ai si faim. Mais ils nous ont apporté des verres remplis de liquide rouge. J'ai immédiatement refusé de le boire. Et puis, un vieil homme fou s'est mis à me crier des choses, disant que je ne respectais pas les traditions communautaires. C'était l'élixir de vie, le sang de lapin. Alors maman ne blaguait pas. Boire du sang? Non merci, je ne le ferai pas. Mais vous êtes tous fous ou quoi? Les gardes m'ont immédiatement saisi. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé mes parents, mais ils ne se sont même pas retournés. J'ai essayé de me débattre, mais ma vision est soudain devenue floue. Je me suis réveillée dans une cage à lapins. Comment cela est-il arrivé? J'ai paniqué, mais je ne pouvais pas bouger. La cage était trop petite. Mon corps entier était en douleur à cause de cette position inconfortable. Pourquoi faites-vous cela? Soudain, Kurt est apparu de la noirceur avec plusieurs clés. Il m'a sauvée encore une fois. J'ai commencé à courir, mais Kurt m'a arrêtée. Il s'avérait que j'avais insulté tout le monde du club de lecture lorsque j'ai refusé de boire le sang. C'était sacré, et le rejet de cette potion serait la malédiction de toute la communauté. Quelle connerie! Kurt a dit qu'il avait peur lui aussi. C'était la première fois que quelque chose du genre se produisait à une réunion, mais c'était trop dangereux pour se sauver maintenant. Tout le périmètre était surveillé par des gardes, et nous devrions trouver une façon de passer inaperçu. Il avait probablement raison. Kurt m'a guidée jusque dans la maison. Tout le monde portait des masques d'animaux et dansait au rythme d'une musique ensorcelante. Un homme portant un masque avec des cornes est venu à moi et m'a demandé si j'avais réalisé quoi que ce soit. Je lui ai dit que je m'excusais. Après cela, on m'a dit que je pourrais me repentir demain. La communauté m'avait déjà trouvé la tâche parfaite. Le lendemain matin, tous les invités tiraient de gros étuis en fer du sous-sol pour les mettre dans une voiture. J'étais épuisée. Soudain, je me suis enfargée et j'ai échappé un des contenants. Mes parents m'ont crié de faire attention.
Quand tout le monde a quitté pour le déjeuner, j'ai décidé de voir ce qu'il y avait de si spécial dans ces étuis. Alors j'en ai ouvert un. Il y avait des organes humains à l'intérieur. Des cœurs, des poumons. Je les ai touchés en tremblant. Ils étaient si froids et gluants. J'en ai presque vomi. Je devais sortir d'ici. Je ne pouvais pas me trouver quelque part à aller jusqu'à la tombée de la nuit. Je sursautais à n'importe quel petit bruit. J'avais peur que quelqu'un viendrait me chercher et je commençais à croire que Kurt m'avait abandonné. Il a cogné à ma porte après minuit. Kurt avait trouvé une fente dans la clôture et nous devions quitter tout de suite. Nous étions presque rendus à la clôture lorsque j'ai entendu les pas des gardes. Ils s'approchaient. Merde! Nous nous sommes cachés derrière des rosiers. Les épines m'ont piqué le bras et je n'ai pas pu me retenir de crier. Le garde a immédiatement pointé sa lampe de poche dans ma direction. C'était la fin. Et puis, Kurt a ramassé une roche et l'a lancée en direction de la rue. Le garde s'est retourné et a commencé à aller dans cette direction. Nous avons couru aussi vite que nous le pouvions. Quand la propriété était déjà très loin de nous, nous avons décidé de prendre une petite pause. Je n'avais plus de force et j'avais très chaud. Nous nous sommes assis sur un billot de bois et Kurt a enlevé son pull. Son inhalateur a tombé de sa poche. Je l'ai ramassé et je m'apprêtais à le remettre dans sa poche lorsque j'ai vu son téléphone s'allumer. « Kurt? Qui est-ce qui t'appelle? Kurt? Est-ce que tu es avec eux? » Je me suis reculée violemment et Kurt m'a fait un sourire machiavélique. J'étais complètement paralysée. J'ai couru avec le peu de force qu'il me restait. Tout est devenu noir. Ensuite, je me suis réveillée sur l'épaule de Kurt. Il m'amenait encore plus creux dans la forêt. Mes mains étaient ligotées. « Laisse-moi aller !» J'ai essayé de me libérer, mais cela n'a fait que le fâcher. Il a dit que j'avais l'honneur d'être l'élu, que mes reins et mon cœur serviraient aux plus forts et aux plus dignes. Et puis, je me suis rappelé les organes dans les boîtes. J'ai commencé à me débattre et hurler à Kurt de me libérer. Mais c'était inutile, il ne m'écoutait pas. À ce moment, Kurt et moi sommes arrivés à une grande clairière. Au milieu de celle-ci, il y avait un énorme feu de camp et un autel. Tout le monde y était rassemblé, portant de longues robes blanches, les mêmes invités que j'avais vus au dîner. Aussitôt qu'ils ont aperçu Kurt, ils ont fait une révérence devant nous. Pour un moment, tout était très silencieux. Même les lapins dans les cages énormes ne faisaient aucun bruit. 2 gardes m'ont saisi et m'ont tiré jusqu'à l'autel. « Non, s'il vous plaît, non !» Du coin du regard, j'ai remarqué que mes parents étaient là aussi. « Maman, papa, pourquoi vous ne faites rien ?» Mais ils n'ont même pas regardé dans ma direction. Leurs yeux étaient fixés sur Kurt, qui me suivait. On m'a forcé de m'allonger sur l'autel. Les cordes étaient attachées autour de mes bras. Je criais pour qu'il me laisse partir, mais Kurt s'est approché et tous les spectateurs se sont mis à chanter son nom. « Non, Kurt, que tu oses me toucher !» Son visage était recouvert de sueur et ses mains étaient près de ma gorge, de plus en plus près. Quand soudain, il s'est étouffé et a commencé à tousser. C'était ma chance. Je me suis débattue pour sortir mes mains des liens qui me retenaient. « C'est ça que tu cherches ?» Kurt avait échappé son inhalateur et je le brandissais devant lui. « Laisse-moi aller et je te le rends. » Kurt était à bout de souffle. Il allait suffoquer. Il est devenu pâle et attrapa la cage géante pour ne pas tomber. En laissant aller un dernier souffle, il a hoché la tête aux gardes pour me laisser partir. Après cela, les gardes ont enlevé mes liens. J'ai lancé l'inhalateur de toutes mes forces quelque part dans la noirceur. En tenant toujours sa gorge, Kurt l'a suivi, disparant dans la noirceur. Et puis, les spectateurs m'ont entouré. Leurs yeux pétillaient. Je n'y voyais aucune humanité. Les spectateurs m'entouraient de tous côtés. Je pensais qu'ils allaient me déchirer en 1000 morceaux. J'étais prise. Leurs mains me touchaient presque. Mais lorsqu'ils sont arrivés tout près, ils se sont agenouillés. Mon père a dit que j'avais maintenant le pouvoir, car j'avais défié leur prêtre. Et à compter de ce jour, ils me vénéraient moi. Les spectateurs étaient silencieux, à mes pieds, attendant mes ordres. Quelle tournure d'événements! Je me suis retournée vers Kurt, qui rampait encore dans la noirceur. Quel pauvre lapin, celui-là! Saisissez-le, j'ai ordonné. J'ai fini de nettoyer et je suis allée dire bonne nuit à mes frères cadets. Mais dès que je suis entrée dans leur chambre, j'ai été stupéfaite. Les fenêtres étaient ouvertes et les jumeaux étaient introuvables. Ted, Mike, où êtes-vous? Dans la panique, j'ai fouillé la pièce. Vide, mon Dieu. Mes frères avaient été kidnappés? Cela semblait fou, mais j'ai vu hier une vidéo sur les sectaires qui volent les enfants. Terrifiée, j'ai couru vers le téléphone.
Je devais appeler la police dès que possible. J'étais sur le point de composer le numéro quand j'ai entendu un bruissement dans leur chambre. J'y ai monté, je n'en croyais pas mes yeux. Ted et Mike étaient tranquillement allongés dans leur lit. Était-ce une farce? Mon cœur a failli se briser. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais les frères ont dit qu'ils avaient été ici tout le temps. Tu n'avais pas bien cherché, sœurette. Ted m'a fait un clin d'œil. Très étrange. Peut-être n'ai-je vraiment pas remarqué. Je suppose que je me suis trop inquiétée pour eux. Je ne les avais pas quittés des yeux depuis que notre mère est morte d'un cancer il y a un an. Je me souviens que la dernière fois que nous nous sommes vus, elle a serré ma main et m'a dit d'une voix à peine audible « Prends soin des garçons ». Notre père a commencé à disparaître encore plus au travail pour nous nourrir. Puis j'ai réalisé que je devais le soutenir et remplacer notre mère. J'ai même dû oublier le désir de devenir professeur et prendre un congé sabbatique pour m'occuper pleinement de mes frères. Le lendemain matin, j'ai décidé de régaler les garçons avec les crêpes de maman. Ce n'est peut-être pas le petit déjeuner le plus sain, mais c'est ainsi que les jumeaux se souviendraient des soins de notre mère. De plus, papa est reparti en voyage d'affaires et même à la veille des vacances. Aujourd'hui, j'étais donc les deux parents. Mike, Ted, tout est prêt, j'ai appelé mes frères. Mais il n'y a pas eu de réponse, c'était étrange. Alors je suis montée, j'ai regardé dans la pièce. Il n'y avait personne à l'intérieur. Est-ce que mes frères me faisaient encore des blagues? Je regardais autour de moi avec incrédulité. Il y avait un vieux livre sur la table. Il était taché de quelque chose de rouge. Je me suis approchée. Oh mon Dieu! C'était du sang. À ce moment-là, j'étais vraiment inquiète. J'ai cherché mes frères dans toute la maison. Mais ils étaient introuvables. Et s'ils avaient été volés pour de vrai cette fois-ci? En panique, j'ai commencé à appeler les camarades de classe de Ted et Mike. Mais personne ne les a vus. C'était dimanche. Exactement. Je me suis emballée. C'était comme si quelque chose s'était brisé en moi. J'ai appelé la police, mais ils m'ont dit que mes frères étaient probablement juste sortis faire une promenade. Non, vous ne comprenez pas, j'ai vu le sang. Ils sont en danger. Mais le sergent a dit que je ne pouvais annoncer la disparition que dans un jour. En luttant contre les larmes, j'ai couru dehors. J'ai cherché mes frères dans tous les quartiers. J'ai frappé aux maisons de mes amis, mais personne ne savait rien. J'avais déjà visité tous leurs endroits préférés, mais les frères n'étaient nulle part. Je les avais cherchés toute la journée. Il faisait déjà nuit. Désespérée, je me suis effondrée sur un banc et j'ai éclaté en sanglots. Comment ai-je pu laisser cela se produire? Le cœur brisé, je suis rentrée chez moi. Et puis, je remarquai une ombre à la fenêtre de mes frères. J'ai couru aussi vite que j'ai pu et j'ai vu Ted et Mike lisant calmement des bandes dessinées allongées dans leur lit. Les garçons m'ont salué et m'ont demandé avec insouciance quand nous allions dîner. J'ai failli mourir d'excitation. Où était-il et pourquoi me faisait-il encore des farces? Mais les jumeaux m'ont regardé comme si j'étais folle. Ils avaient été à la maison toute la journée. J'ai eu la tête vide. Apparemment, je perdais vraiment la tête. Mais ce sang sur le livre, je ne l'imaginais sûrement pas. Au petit déjeuner, j'ai demandé au gars quel genre de livre c'était. Mais les frères ont dit qu'ils ne savaient pas de quoi je parlais et ils ont quitté la table et ont dit qu'ils devaient aller à l'école. Ils ne me disaient clairement rien ou voulaient même me cacher quelque chose. Déterminée, je suis montée dans la chambre des frères. Ils ont dû cacher le livre quelque part. Mais il n'était nulle part. Et soudain, il y a eu des pas dans les escaliers. Oh mon Dieu, c'était des voleurs! En panique, j'essayais de me cacher dans le placard, mais il y avait trop de vêtements. Zut! Les pas étaient très proches. Au dernier moment, j'ai couru vers le lit et je me suis glissée dessous. Au même moment, quelqu'un est entré dans la chambre et 2 paires de pieds se sont approchés du lit. J'ai eu peur, mais soudain, j'ai entendu les voix de mes frères. Ils se disputaient à propos de quelque chose. J'étais sur le point de sortir, de les gronder pour leur absentéisme. Et ensuite, j'ai entendu Ted dire « Mike, si nous ne rendons pas l'argent aujourd'hui, nous sommes foutus. » Je me méfiais. De quoi parlait-il? Et puis soudain, il y a eu un bruit fort. Quelque chose s'est cassé. Un bout de la tirelire a volé sous le lit. Et les frères ont commencé à ramasser des pièces de monnaie sur le sol. S'ils se retournaient, ils me verraient. Mais les gars ont ramassé tout l'argent en silence et sont vite enfuis. J'étais terrifiée. Est-ce que quelqu'un extorquait de l'argent à mes frères? J'ai rampé dessous le lit et j'ai rapidement couru dehors. Je voulais appeler mes frères, mais j'ai réalisé que s'ils étaient intimidés, ils ne me diraient certainement rien. J'ai donc commencé à les observer attentivement à distance. Je devais les protéger. Après quelques rues, les frères ont pris un virage serré et sont entrés dans une ruelle sombre. Il n'y avait que des poubelles et des murs de maisons sales tout autour. Qu'est-ce que mes frères ont oublié dans cet endroit? Caché derrière une des boîtes de conserve, j'ai vu les frères s'arrêter et se tenir à la porte minable. Un type en robe blanche a ouvert la porte. Mon Dieu, qui est-ce? Ted et Mike lui ont remis l'argent et les a laissés entrer faisant un étrange geste de la main. Non,
N'entrez pas longtemps, c'est une sorte de secte. Mais les frères ont entré à l'intérieur et la porte s'est renfermée en claquant derrière eux. Essayant de ne pas trembler, j'ai couru après eux, j'ai frappé de toutes mes forces sur la porte. La porte s'est ouverte. Le même sectaire se tenait sur le seuil. Il m'a demandé de façon menaçante ce que je voulais. Par peur, j'ai laissé échapper que j'étais nouveau. J'avais peur qu'il me jette dehors. Mais le type m'a dit sinistrement « Entre ». Quand je suis descendue, je me suis retrouvée dans un hall en sous-sol avec de nombreuses portes. Il y avait des bougies tout autour et des bruits étranges sortaient de l'obscurité comme si quelque chose bouillonnait. Est-ce qu'il préparait une sorte de potion? Je dois sortir les frères d'ici. Soudain, une femme est sortie en larmes d'une des portes. Tombant à genoux devant moi, elle a crié qu'elle avait tout gâché. Je l'ai aidée à se relever, mais les hommes en uniforme l'ont immédiatement attrapée et traînée quelque part. Oh non! Qu'est-ce qu'ils allaient faire d'elle? Je me suis précipitée vers la porte où elle a été emmenée. Mais un sectaire m'a bloqué le chemin. Et si mes frères étaient là aussi? En colère, j'ai saisi le sectaire par la robe et j'ai commencé à crier. Je veux qu'ils reviennent! Mais il répondit froidement que les frères devaient travailler en échange de leurs commandes. Quelle commande? Que se passait-il? Dans la panique, je me suis précipitée dans le hall et j'ai tiré toutes les portes. Elles s'étaient fermées. Ted, Mike, répondez-moi s'il vous plaît. Le secteur s'est dirigé vers moi. Il était presque sur moi. Mais une des portes a cédé. En l'ouvrant, je suis entrée dans la pièce et j'ai été surprise. Les hommes en robe se tournaient autour d'un énorme chaudron. Les sectaires m'ont remarqué et se sont dirigés vers moi de manière effrayante. Ne faites pas cela. Je me suis recroquevillée dans un coin. Il n'y avait nulle part où courir. Tu ne devrais pas être ici, dit l'un d'entre eux. Puis ils m'ont attrapé par les bras et m'ont traîné quelque part. J'ai essayé désespérément de m'échapper, mais à la fin, j'ai été jetée à la rue. Laisse-moi entrer, mes frères sont là. En larmes, j'ai frappé sur la maudite porte, mais personne n'a ouvert. Soudain, mon téléphone a sonné dans ma poche. C'était notre père. Il a dit qu'il prenait l'avion ce soir pour me féliciter. Mince! J'avais oublié, c'était mon anniversaire demain. Papa a demandé anxieusement comment allaient les garçons. Je voulais tout lui dire, mais s'il découvrait que le garçon a disparu par ma faute, il ne me le pardonnera jamais. En faisant semblant d'être heureuse, j'ai menti en disant que mes frères étaient à l'école et que je préparais la nourriture pour la table des fêtes. Papa m'a aussi demandé de ne pas trop travailler. Après tout, les frères étaient déjà grands et ils avaient besoin d'apprendre l'indépendance. J'avais le temps avant le soir, je devais aller à nouveau à la police. Cette fois-ci, ils me croiraient certainement. Avec le dernier de mes forces, j'ai couru au poste de police le plus proche et j'ai crié à l'officier. Mes frères ont été kidnappés par la secte. Je l'ai vu moi-même. Le policier a promis de régler le problème et m'a renvoyé chez moi. Il allait tout faire. Je me suis dirigée lentement vers la maison quand je soudain senti un regard fixé sur moi. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne. Mais je me sentais mal à l'aise. J'avais déjà atteint la maison, mais le sentiment devenait plus fort. Juste au moment où j'atteignais la porte, j'ai tourné autour et j'ai vu quelqu'un se précipiter rapidement dans les buissons. Mais j'ai aperçu le capuchon noir. Mon Dieu, c'était un sectaire. Il m'a fait traquer et il allait me tuer comme un témoin. J'ai rapidement couru à la maison et j'ai immédiatement ouvert et verrouillé la porte. Pour me défendre, j'ai pris le porte-manteau à l'entrée. Je n'abandonnerai pas. Surprise! J'ai entendu un chœur de voix. J'ai crié de peur et j'ai immédiatement fait tomber le porte-manteau par terre. Papa se tenait dans le couloir devant moi et Ted et Mike souriaient à côté de lui. Comme j'étais heureuse de voir mes frères sains et saufs, j'ai couru vers eux débordante de bonheur et je les ai serrés dans mes bras. Mais alors les frères se regardèrent sournoisement. Je me suis immédiatement souvenue de tout et j'ai essayé d'avoir l'air sévère. Alors, vous allez me dire ce que tout cela signifiait? Et puis les frères ont avoué. Ils ne faisaient que préparer une fête pour moi. Attendez, et le sang sur le livre? Les frères ont souri et ont expliqué que le livre était un vieux recueil de recettes de maman. Mike a décidé de faire un gâteau aux fraises, mais il a tout gâché et n'a fait qu'enduire le couvercle de jus. À ce moment-là, on a frappé à la porte. Je suis devenue pâle de peur, mais papa est allé à la porte comme si de rien n'était. J'ai plongé vers lui. « Arrête-toi! C'est un sectaire !» Mais il était trop tard. L'homme en robe de chambre se tenait déjà sur le seuil. Dans la panique, je me suis précipitée vers mes frères et je les ai couverts de moi-même. Je me suis retournée. Le sectaire avait disparu. Que se passait-il? Les jumeaux ont dit que ces types n'étaient pas des sectaires. Ils étaient un ordre secret de pâtissiers. Ces gars voulaient se démarquer dans le monde de la confiserie. Alors ils ont choisi un uniforme si particulier. Ils ont les meilleurs gâteaux de la ville, a déclaré fièrement Ted. Et les plus chers, a ajouté Mike. Les frères ont donc dû calculer le prix du gâteau en balayant les sols. À ce moment, le gars de la commande est revenu avec un énorme gâteau. Waouh! C'était moi en chocolat blanc. J'étais prête à pleurer de bonheur.
Vous avez tellement essayé de me faire du bien. Papa a invité le cuisinier à fêter avec nous, mais il a parlé d'affaires urgentes et était sur le point de partir quand je me suis souvenue de la femme qui avait pleuré dans la cave. Qui était-elle? Le cuisinier m'a regardé attentivement, mais il a ensuite souri. Cette femme a visité leur cours. C'était juste que certaines personnes sont très inquiètes s'ils ne réussissent pas au début. Je me suis soudain sentie embarrassée par mes soupçons. Je devais faire davantage confiance aux gens. Je devais aussi abandonner les accusations aujourd'hui. Étonnamment, pendant la soirée, les frères ont pris soin de moi et de papa comme des adultes. Peut-être que je n'aurais pas dû m'inquiéter autant et papa avait raison. Ils avaient grandi et pouvaient prendre soin d'eux-mêmes. Après tout, j'ai une vie à moi, ce qui signifie qu'il est temps de donner plus de liberté à mes frères. Et il est grand temps pour moi de retourner à l'université. Vous avez aimé la vidéo? Alors, abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci! Je pouvais à peine marcher dans le couloir de l'école. Ma maigreur faisait ressembler mon corps à un squelette avec des côtes saillantes, des pommettes creuses et d'énormes bleus sous les yeux. Puis j'ai vu mon camarade de classe devant moi, Paul. Il a demandé avec horreur ce qui n'allait pas chez moi. En colère, j'ai serré mes poings. Tout est de ta faute. Tout a commencé quand elle a été transférée dans notre classe il y a quelques semaines. Paul a immédiatement attiré l'attention des filles. Un grand brun aux yeux marrons. Et il avait l'air plus vieux que son âge. C'était le coup de foudre. Mais Paul ne voulait pas sortir avec une grosse fille comme moi. À cause de mon poids, je n'avais jamais eu de petite amie. J'ai essayé de perdre du poids, j'ai fait des régimes, je suis allée à la salle de sport, mais en vain. Même les médecins haussaient les épaules. J'avais un mauvais métabolisme. J'ai presque accepté qu'aucun garçon ne me regarde. Mais ensuite, Paul a commencé à me draguer, à me faire des clins d'œil, à me complimenter. Et une fois, il m'a même sauvé des brutes qui me traitaient de grosse. Il a dit que j'étais très belle et que je ne devais écouter personne. Personne n'avait jamais été aussi gentil avec moi. J'aimais tellement Paul qu'après une semaine de rendez-vous, j'ai finalement décidé de lui dire « C'est parti ». Après l'école, j'ai demandé à Paul de rester. Mon cœur battait la chamade et je lâchais « Tu me plais ». Paul est resté silencieux pendant un long moment et je brûlais littéralement de honte. Mais ensuite, il a souri et m'a dit que je lui plaisais aussi. J'étais étourdie de bonheur. Mais Paul a immédiatement ajouté qu'il ne serait avec moi qu'à une seule condition, que je perde du poids. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur. Mais je ne ferai n'importe quoi pour Paul. Juste après l'école, je suis allée à la salle de sport. Au milieu de la route, un promoteur m'a arrêté et m'a tendu un dépliant. Et beauté, des cours de perte de poids ont ouvert ici. Voici une invitation à une séance gratuite. J'ai hésité, mais le promoteur m'a assuré « 1 semaine et tu es mannequin ». Si c'était gratuit, alors ça valait le coup d'essayer. Je remerciai le promoteur et je me suis rendue à l'adresse indiquée. L'entrée du studio se trouvait dans la cour et menait au sous-sol. À l'intérieur, une gentille fille m'a accueilli immédiatement invitée à une séance. Celle-ci était dirigée par un homme en sweat en capuche noire qui s'est présenté comme un professeur. J'ai quitté la séance 1 heure après et j'ai couru immédiatement chez moi pour me peser. Mais dès que j'ai vu le chiffre, tout a basculé devant mes yeux. Moins 3 kilos? J'ai vérifié plusieurs fois. Waouh! Les cours fonctionnent! J'étais tellement excitée que le lendemain, j'ai immédiatement couru à la séance. Mais le directeur m'a arrêtée, disant que les séances suivantes coûtaient 1 000 $. Mais c'était toutes mes économies. Je n'avais pas le choix. Je voulais tellement perdre du poids qu'en rentrant chez moi, j'ai sorti ma réserve et les comptais frénétiquement. Mince, pas assez. J'étais presque désespérée quand j'ai trouvé d'autres billets dans la poche de ma veste. Je les ai eus. Maman est rentrée du travail et m'a demandé où j'allais. La panique s'est emparée de moi. J'ai immédiatement lâché que je sortais avec mes amis. Mes oreilles ont brûlé. C'était la première fois que je mentais aussi ouvertement à ma mère, mais je ne pouvais pas lui parler des cours. Elle ne comprendrait pas. Après avoir donné tout l'argent au manager, je suis allée à la 2e session. Et après cela, j'ai immédiatement couru vers les balances. Encore 3 kilos en moins. Mon Dieu, ça marchait vraiment. J'ai également vu le résultat dans le miroir. Mon ventre s'est aplati et mes cuisses se sont affinées. Même Paul à l'école a dit que j'étais de plus en plus jolie et m'a serrée dans ses bras. Mes camarades de classe ont rougi d'envie et j'étais aux anges. Je devrais perdre encore un peu de poids et nous serions ensemble. Mais où pourrais-je trouver l'argent? À l'école, je n'ai fait qu'y penser jusqu'à ce que je réalise que je n'avais qu'une seule option. Demander à mes parents. À la maison, je me suis dirigée vers ma mère, me mordant la lèvre. Si seulement elle était d'accord. Mais dès que j'ai commencé à parler, maman m'a interrompu. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Je suis immédiatement allée dans ma chambre, en claquant la porte derrière moi. Elle ne m'a jamais compris. Mais Paul n'attendrait pas. Il trouverait une beauté et tout serait perdu. Stop!
Et si je volais l'argent? Un frisson m'a parcouru le corps. Je n'ai jamais rien volé. Mais c'est la faute des parents eux-mêmes. Ils pourraient me comprendre. Pendant qu'ils étaient dans la cuisine, je me suis glissée dans leur chambre et j'ai ouvert le sac de ma mère. Le portefeuille était toujours là. Les mains tremblantes, j'ai sorti de l'argent. Puis j'ai entendu des pas s'approcher. J'ai senti une bouffée de chaleur. Je me suis empressée de remettre le portefeuille à l'intérieur et de mettre l'argent dans ma poche. Immédiatement, la porte s'est ouverte. Maman m'a regardé sévèrement et m'a demandé ce que je faisais. En déglutissant, j'ai réussi à dire que je voulais m'excuser auprès d'elle. Je lui ai donné un petit bisou sur la joue et j'ai couru dehors. J'avais hâte de perdre encore plus de poids. Lors de la séance, je donnais tout l'argent au directeur. Bien que je me sente mal, des pensées concernant la perte de poids et Paul occupaient ma tête. Le manager m'a emmené à une séance. Après cela, je me suis précipitée à la maison vers la balance. -3. J'avais perdu beaucoup de poids et je pouvais enfin sortir avec Paul. Mais il a secoué sa tête. Tu n'es toujours pas assez maigre. J'ai failli tomber. Mais où trouverais-je l'argent? Je me sentais accablée. Paul et moi ne pourrons jamais être ensemble. Je pensais emprunter à mes camarades de classe, mais personne ne voulait me prêter autant. Il ne restait qu'une seule chose à faire, voler à nouveau mes parents. Le soir, après avoir attendu que ma mère quitte la chambre, je me suis glissée à l'intérieur. Mon cœur battait la chamade. Où était ce portefeuille? Je regardais dans la chambre et je l'ai remarqué sur la table de nuit. Super! J'ai immédiatement attrapé le portefeuille lorsque les portes se sont ouvertes. Mon cœur s'est effondré quand j'ai vu l'expression furieuse de ma maman. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Maman a crié que je prenais quelque chose d'interdit parce que j'avais perdu beaucoup de poids et que je sortais de l'argent douce du portefeuille. J'avais été tellement blessée d'entendre ça. Maman a ajouté, si cela se reproduisait, elle m'enverrait à la clinique pour me faire soigner. J'ai presque fondu en larmes et j'ai immédiatement couru dans ma chambre. Le matin, je suis allée à l'école d'une humeur terrible. Paul ne voulait pas être avec moi, en vain. Mais un type s'est approché de moi et a expiré. Quelle petite chose mince! C'était le promoteur qui m'avait parlé des cours. Et s'il m'aidait? J'ai demandé s'il pouvait me prêter de l'argent et le promoteur a été surpris. Où pouvait-il trouver cette somme? Ces paroles m'ont fait baisser les bras. Le promoteur, remarquant cela, a souri de manière encourageante et m'a demandé pourquoi j'avais besoin de cet argent. Presque en pleurs, j'ai tout déballé. Puis, il a froncé les sourcils. Mais comment s'est passée la séance elle-même? J'ai haussé les épaules. Le professeur en sweat à capuche m'a emmené dans la salle et après cela, je ne me suis plus souvenu de rien. Mais l'essentiel, c'est que le poids a disparu. Léo, c'était le nom du promoteur, a eu l'air perplexe et a demandé à nouveau « Comment ça, tu ne te souviens pas? Tout cela est terriblement étrange. Lui-même n'a jamais rencontré le patron. Il invitait seulement les filles aux séances d'essai. Et si c'était dangereux pour la santé? J'y ai réfléchi. Peut-être que Léo avait raison. J'étais tellement obsédée par la perte de poids que je ne me suis même pas demandé pourquoi mon poids baissait. Et s'il y avait quelque chose d'illégal là-dedans? C'était impossible de ne pas se souvenir de toute la séance. Léo m'a regardé droit dans les yeux. Mettons une broche avec une caméra et découvrons ce qui se passe là-bas. J'ai immédiatement acquiescé. Je voulais savoir ce qui se passait dans ce centre étrange. Mais où trouver de l'argent pour une séance? Mes parents me mettraient dans une clinique si je disais un mot sur les cours. Léo a ensuite demandé s'il pouvait organiser une séance sur crédit. J'y ai réfléchi. La directrice savait que je n'étais pas à ma première séance et elle pouvait être persuadée, mais nous allions jouer une scène. Léo a acheté une broche pour appareil photo et nous l'avons attachée à mon chemisier. Je suis allée à une autre séance. La directrice m'a accueillie avec un sourire. J'ai commencé à fouiller dans mes poches et je me suis soudain figée d'effroi. Mince. J'avais oublié mon portefeuille à la maison. J'ai appelé Léo et je lui ai dit d'une voix douce. Papa, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Tu pourrais payer ma séance plus tard? Léo a répondu qu'il ne ferait n'importe quoi pour le bien de sa fille adorée. La directrice est restée silencieuse pendant un long moment et je pensais déjà que rien ne marcherait. Mais ensuite, elle a hoché la tête et m'a dit entrer. Ouf! Je suis entrée dans la salle obscure où le professeur était assis dans un sweat à capuche. Je me suis enfoncée dans une chaise et après cela, je ne me suis plus souvenue de rien. Quand je suis sortie, Léo m'attendait, l'air excité. Nous nous sommes assis sur un banc dans le parc, avons branché la broche sur l'ordinateur portable et avons regardé. Dans la vidéo, le professeur en sweat à capuche a commencé à me parler d'un ton monocorde et j'ai commencé à m'évanouir. Dès que je me suis endormie, le professeur a enlevé son sweat à capuche. Mon souffle s'est pris dans ma gorge. Paul! Pendant que j'étais sous hypnose, il m'a donné une sorte de concoction à boire. Léo et moi avons échangé des regards. Donc Paul était un escroc et il a hypnotisé les filles. Et je l'aimais bien. Et soudain, un patineur nous a bousculés. Dans ses mains, il tenait un verre de jus de fruits qui s'est renversé sur l'ordinateur portable. Celui-ci a immédiatement crépité et l'écran est devenu vide. Je n'arrivais pas à y croire.
Nous avons perdu l'enregistrement. Des larmes me montaient aux yeux. Paul trompait les filles en toute impunité et je ne faisais rien pour y remédier. Léo a immédiatement mis son bras autour de moi et m'a dit que nous allions mettre Paul en lumière. Il avait un plan. Le lendemain, Léo m'a aidé à me maquiller. Il m'a fait entrer dans un corset, à sculpter les os de mon visage et de mes bras et à peindre les bleus sous mes yeux. Quand je me suis vue dans le miroir, j'étais horrifiée. Une morte vivante. Je marchais donc épuisée dans le couloir, traînant à peine les pieds le long du mur. Paul m'a vu, s'est figé de froid et m'a demandé ce qui n'allait pas. « C'est de ta faute », j'ai crié. J'ai tout vu, l'hypnose ne marchait pas sur moi. Paul est devenu tout pâle et a lâché qu'il ne pouvait pas me mettre dans cet état. Nous devions appeler une ambulance. Je l'ai eu, mais je me suis redressée brusquement en lui montrant l'enregistreur. Maintenant que j'avais les preuves, il n'irait nulle part. À ce moment-là, Léo arrive au coin de la rue et il fait comprendre qu'il serait préférable que Paul aille à la police et avoue. Paul nous a regardés avec des yeux sauvages, puis a brusquement pris la direction de la sortie. Non! Léo et moi avons couru après lui, mais Paul était beaucoup plus rapide que nous. Au moment où je perdais espoir, la police a soudainement fait irruption dans l'école. Ils ont immédiatement arrêté le réticent Paul, et Léo m'a chuchoté qu'il avait déjà décidé d'appeler la police à l'avance. Je l'ai regardé avec gratitude. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Le procès de Paul a rapidement eu lieu. Il s'est avéré qu'il n'était pas du tout un étudiant, mais un homme de 35 ans qui était recherché par la police depuis longtemps. Et il se faisait délibérément passer pour un étudiant et flirtait avec des filles obèses, les persuadant de perdre du poids et les attirant dans sa secte. Sous hypnose, il les a incités à venir encore et encore pour se remplir les poches. Maman a dit qu'elle était très fière de moi et j'ai trouvé un petit ami en la personne de Léo. Et même si j'ai repris du poids pour la suite, ma santé était bien plus importante pour lui que mon poids. Et si un homme est plus préoccupé par votre apparence, vous aime-t-il vraiment? Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci. Ma sœur enceinte a été traînée dans le lac par 2 hommes. Elle a crié désespérément et s'est débattue, mais en vain. Elle a été descendue dans l'eau et y est restée. Maintenant, elle et le bébé allaient être sacrifiés. C'était la fin. J'ai passé toute ma vie dans une communauté où tout le monde se connaissait. Il n'y avait pas de moyens de communication ni les avantages de la civilisation. Personne ne voulait quitter la ville, mais nous ne voulions pas partir non plus. Les seules qui partaient étaient les femmes enceintes, mais elles ne revenaient pas toutes. Les anciens venaient parfois avec une nouvelle. Une femme enceinte était morte en accouchant. On le supportait tous. Seul un homme, après la nouvelle de la mort de sa femme, s'est déchaîné. Il est allé la chercher en criant qu'il ne croyait pas les anciens. Moi et toute la ville avons pensé qu'il était fou. Comment peux-tu ne pas faire confiance aux anciens? Ils font tout pour la prospérité de la communauté. Mais 1 an après, ma sœur bien-aimée Rosa est tombée enceinte. J'étais si heureuse. Mais la grossesse a été difficile et au 6e mois, il y a eu des complications. Alors même à cette époque, elle a été emmenée avec d'autres femmes enceintes pour être conseillée. Mais après, elle avait disparu. Aucun contact, aucune lettre. Bien qu'elle ait promis de revenir. Je n'aurais toujours rien soupçonné si je n'avais pas entendu mes parents parler un jour. Ma mère avait dit « C'est dommage que Rosa a été choisie. Elle ne reviendra pas. » J'étais exténuée après avoir entendu cela. Et je n'ai pas pu dormir pendant un long moment. Où est ma sœur? Au petit déjeuner, je n'en pouvais plus et j'ai demandé à mes parents où était Rosa. Mais ils ont dit qu'elle n'était probablement pas à l'aise pour nous écrire. Foutaise! J'étais de plus en plus inquiète pour Rosa. J'ai couru vers son mari et lui ai dit que j'avais des soupçons. Mais elle a ri. Je ne faisais qu'imaginer les choses. Mais c'est votre femme! Il n'a pas été impressionné. Vous ne pouvez pas ne rien faire. Je dois trouver ma sœur. Et pour quitter la ville, je dois tomber enceinte. Pour de faux, bien sûr. Nous devons trouver quelqu'un qui est prêt à aider. Et puis je me suis souvenue du fou de la ville, dont la femme enceinte est morte en accouchant. Le nom du gars était Mason. Il a ouvert la porte et m'a demandé d'un air mécontent ce que je faisais là. J'ai immédiatement dit que je voulais trouver ma sœur. Mason m'a regardé avec incrédulité. Qu'est-ce que ça peut lui faire? J'ai eu les larmes aux yeux. Toi-même, tu as perdu quelqu'un de proche. Il faut régler les choses. Mason m'a jeté un long regard, mais m'a laissé entrer. Il a dit qu'elle aiderait parce qu'il voulait trouver les coupables. Nous nous sommes immédiatement lancés dans un plan pour prétendre être un couple afin que je fasse semblant d'être enceinte. Après 1 semaine avec Mason, j'ai acheté un test de grossesse et tiré une 2e bande. Et puis, j'ai annoncé la bonne nouvelle à mes parents. J'ai dû faire semblant pendant 9 mois et je n'avais toujours pas de nouvelles de Rosa. Ma détermination n'a fait que croître. Avec l'idée de Mason, j'ai fait un faux ventre. Puis,
J'ai fait semblant de ne pas me sentir bien, faiblesse, nausée. Et s'il y a un problème avec le bébé? Les anciens ont jeté un coup d'œil à mon apparence maladive et ont donné la permission de partir. Bingo. Le soir même, j'étais assise dans un bus avec plusieurs autres femmes enceintes en fin de grossesse. Mason voulait venir avec nous, mais les anciens ne l'ont pas laissé faire. C'était interdit. Quand le bus est parti, j'ai regardé par la fenêtre, mais Mason était introuvable. C'était déstabilisant. Sur le chemin de la ville, le bus a soudainement bifurqué dans une zone boisée et nous a emmenés dans les terres. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons été déposés au milieu de la forêt, à côté d'une maison d'été. On m'a installé dans une chambre avec d'autres femmes enceintes. Mais les autres n'ont rien remarqué et s'amusaient à discuter de leur vie future. Et j'ai trouvé toute cette histoire étrangement suspecte. Pourquoi nous garder ici? Quelque chose ne va pas. Les anciens sont bientôt entrés dans notre chambre et nous ont dit qu'ils allaient vérifier l'état du fœtus avant de l'envoyer à l'hôpital. Ils ont immédiatement emmené l'une des femmes enceintes. Et j'ai paniqué. Je vais être exposée. Il faut faire quelque chose. Pendant que les autres discutaient, je suis sortie discrètement de la pièce et je me suis dirigée vers la fenêtre du bout de couloir. J'ai passé mes jambes par-dessus, mon cœur battait la schémade. Que c'est haut. Fermant les yeux, j'ai expiré, j'étais sur le point de sauter quand soudainement, quelqu'un m'a attrapé et m'a tiré en arrière. Un gardien. J'ai lutté pour m'éloigner mais il était plus fort. L'emballe m'a traîné dans le bureau où il y avait une inspection. L'aîné a remonté ma robe pour examiner mon ventre, puis mon cœur s'est effondré. Non. Il a vu le cache-ventre et immédiatement ordonné que je sois jetée dans la cave. Tout sauf ça, vous avez tout faux. Mais le garde m'a jeté dans une pièce sombre au sous-sol. J'ai commencé à frapper à la porte. Non, laissez-moi sortir. Je dois trouver ma sœur. À ce moment-là, une voix est sortie de l'obscurité. Rina? Quoi? Rose? Ma sœur se tenait dans le coin et ne pouvait pas en croire ses yeux non plus. Seigneur! Je lui ai immédiatement sauté dessus en l'embrassant. Comment tu t'es retrouvée là? Rose s'est éloignée et a dit avec tristesse que les aînés attendaient le moment d'accoucher. Je me suis figée en état de choc. Mais pourquoi font-ils cela? Rose a dit qu'elle ne savait pas, mais nous devons sortir d'ici. Elle était désespérée. Non, on va trouver quelque chose. Je vais te faire sortir. Mais alors les gardes ont fait irruption dans la cave et ont attrapé Rosa brutalement. Elle a résisté frénétiquement et j'ai commencé à essayer de la repousser, mais le garde m'a poussé contre le mur. Rose a été emmenée et l'autre garde a soudainement sorti une seringue. Emballe se reprochait lentement de moi et je me suis recroquevillée contre le mur. C'était la fin? À la dernière seconde, quelqu'un a soudainement frappé le garde à la tête avec une planche. Il a vacillé et est immédiatement tombé. Je me suis figée et j'ai levé les yeux vers mon sauveur. Mason? Comment es-tu entré ici? Tu crois que je t'aurais laissé seule? Il a souri. Mason m'a détaché et a dit qu'il s'était caché dans la soute à bagages et qu'il était venu avec nous. Mais il n'y avait pas de temps pour se réjouir. Nous devons sauver Rosa. Avec Mason, nous nous sommes faufilés dehors et soudain, nous avons entendu un bruit près du lac. J'ai immédiatement suivi le son. J'ai regardé derrière l'arbre et je suis presque tombée à la renverse sous le choc. Les anciens ont tenu Rosa dans l'eau et ont prononcé un discours. Une mère dont la santé est faible donnera naissance à un enfant faible. Leur sacrifice était destiné à la prospérité de la communauté, pour qu'il n'y ait pas de personnes faibles dans la communauté. Mon Dieu. Est-ce qu'ils vont noyer Rose et le bébé? Je ne pouvais pas l'écouter. C'est assez. Nous devons sauver ma sœur et mon neveu. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir. De toutes mes forces, j'ai couru vers les anciens et j'en ai renversé un dans le lac. Mais alors le deuxième aîné m'a attrapé par les épaules et m'a fait descendre sous l'eau. J'ai essayé de me libérer mais sa prise était forte. L'air devenait de plus en plus rare. Je m'étouffais déjà, c'est la fin. Et puis ses mains se sont desserrées, j'ai immédiatement plongé dans le vide et j'ai eu des convulsions pour respirer. Mais elle m'a encore sauvé en assommant l'autre sien. J'ai expiré, mais à ce moment-là, quelqu'un a attrapé ma jambe et m'a traîné dans l'eau. Le premier aîné. Mason a attrapé mes bras et m'a tiré en arrière. J'ai frappé et l'année s'est cognée à la tête contre l'arbre et a tremblé. Nous devons sortir d'ici maintenant, avant que les gardes n'arrivent en courant. Je voulais faire sortir ma sœur, mais soudain Rosa a crié, serrant son ventre. Il est en train d'accoucher. Je tremblais, mais j'ai dû mettre le bébé au monde dans le lac. C'était un beau petit garçon et Mason et moi l'avons émailloté dans ses vêtements. À ce moment-là, j'ai entendu des cris. C'étaient les gardes. Nous devions courir de toute urgence, mais Rose était épuisée. Mason a pris Rose dans ses bras, j'ai pris le bébé et on a couru dans les bois. Nous avons réussi à échapper à la poursuite et à nous enfuir. Nous nous sommes promenés dans les bois et après une heure, nous sommes sortis sur la route. Nous avons eu la chance qu'une voiture passe par là. Des personnes aimables nous ont aidés et emmenés à l'hôpital. Là, Rose et le bébé ont été emmenés dans le service. Et Mason et moi avons été rafistolés.
C'était la fin de toute cette histoire. Nous avons été choqués lorsque nous avons vu la ville pour la première fois, leur technologie et leur civilisation. Les anciens nous avaient caché le monde entier. Alors, sans hésiter, nous avons déposé un rapport de police contre la communauté et tous les responsables ont été emprisonnés, y compris mes parents. Après tout, ils étaient au courant des crimes, mais on continue à vivre tranquillement dans cette secte. Et les otages enceintes ont été rendus à leurs maris. Après 3 ans, les choses se sont calmées. Nous sommes habitués à la civilisation et maintenant, avec Rose et son mari, nous vivons ensemble et élevons le petit Harry. Son parrain est Mason. Il adore notre petit garçon. J'ai appris qu'il ne faut pas croire aveuglement tout ce qu'ils disent. Tout comme il ne faut pas juger les gens sur la première impression. Mais l'important, c'est que j'ai une famille en bonne santé. Et je pense que Mason et moi avons développé un vrai feeling. Vous aimez la vidéo? Abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci! Aujourd'hui, j'ai gravi cette montagne en frissonnant de froid. Mais ici, enfin, se trouvait la grotte du chaman. Je suis entrée dans l'obscurité totale. Puis, j'ai remarqué des ombres se déplaçant sur le mur autour du coin et des cris venant de l'intérieur. Probablement, beaucoup de gens à ma place auraient peur. Mais pas moi. Je n'ai pas ressenti la peur depuis que je suis enfant. Peut-être que c'était une sorte d'anomalie ou de malédiction. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller voir un chaman. J'ai fait un pas à l'intérieur et j'ai vu un feu de joie en face de moi. Et voici le chaman lui-même. Son visage était couvert par un masque de crâne d'un mouton. Cool. Je me suis rapprochée et j'ai dit que je voulais apprendre à ressentir la peur. Mais soudain, il m'a fait taire d'un geste. Il a commencé à murmurer un sort. J'ai fait un petit rire. Bien, bien. Voyons ce qui se passe ensuite. Je me suis assise sur le sol et soudain, ma vision s'est obscurcie. Et puis, je me suis évanouie. Je me suis réveillée par le rugissement d'un moteur. Où étais-je? C'était ma rue. Mais j'étais chez le chaman. Comment suis-je arrivée ici? Mon cœur battait la chamade. Un oiseau a crié tout près et j'ai sursauté de surprise. J'ai regardé autour de moi paniqué et de nouveau un bruit sec. J'ai sursauté. Un bus passait en trombe. Il y avait du danger à chaque pas. Et puis j'ai compris. Il semblait que le chaman avait satisfait ma demande et maintenant j'avais peur de tout. En réalisant cela, je me suis soudainement sentie étourdie et je me suis à nouveau évanouie. Tout a commencé il y a longtemps. Depuis l'enfance, je ne ressentais aucune peur. Je pouvais facilement caresser un tigre au cirque ou tirer un serpent par la queue et j'étais la première à sauter dans le lac du haut d'un arbre. J'aurais aimé que ma mère voie mes exploits. Elle n'était pas sortie de la maison pendant des années après que ses jambes aient lâché. Avec le temps, j'ai réalisé que je pouvais gagner beaucoup d'argent grâce à mon intrépidité et je suis devenue cascadeuse. Et puis, il y a quelques mois, j'ai été invitée à jouer dans un film d'action cool. Selon le scénario, je devais parcourir quelques mètres sur une moto en feu puis sauter d'un pont dans le rivière. Comme je n'avais jamais ressenti de peur, j'ai facilement réalisé ce tour, puis je remarquai un type qui me regardait à la fois avec horreur et ravissement. J'ai gloussé. Un autre garçon était en état de choc, mais quand il s'est approché, il s'est avéré que c'était Gabe, le scénariste du film. Waouh! J'avais envie de le rencontrer depuis que j'avais lu le scénario. Il était clair que l'auteur aimait le risque et les nouvelles sensations. J'étais sûre que nous avions beaucoup de choses en commun. Embarrassé, Gabe a dit que c'était uniquement à cause de mes tours que ce film était si intéressant. On dirait que tu n'as peur de rien du tout, a-t-il dit. Je me suis mise à rire. Depuis ce jour, nous avons discuté pendant des heures après le tournage. Gabe a déménagé dans cette ville récemment et je suis devenue sa première amie ici. Alors, quand mes amis m'ont invité à aller skier à la montagne après le tournage, j'ai invité Gabe. Il a accepté mais a dit qu'il n'aimait pas vraiment le ski. Allez, c'est amusant. Dès notre arrivée, un de mes amis a tendu les skis à Gabe, mais il s'est contenté de répéter qu'il n'aimait pas skier. Tout le monde s'est précipité pour le convaincre, mais il était si têtu. Mes amis ont dit qu'il allait skier et qu'on pouvait les rejoindre si on voulait. Bon sang, Gabe, on y va déjà. Mais Gabe a dit brusquement qu'il m'attendrait ici. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Gabe a soudainement baissé les yeux et a léché qu'il avait juste peur. Oh, vraiment? C'est impossible. Ces scripts étaient remplis de trucs extrêmes. Gabe, avec un sourire triste, a dit qu'il serait mort de peur à la place de ses héros. Et puis, il a ajouté que je ne comprendrais pas de toute façon. Eh bien, fais ce que tu veux. Assieds-toi ici, tout seul si tu veux. J'ai rapidement quitté la maison, car j'avais besoin de rattraper mes amis. Mais la conversation avec Gabe n'a jamais quitté mon esprit. Je ne savais vraiment pas ce que ça faisait d'avoir peur. Et soudain, j'ai vu une annonce sur un arbre. Un chaman des montagnes vous aidera pour tout problème. Je n'avais pas l'habitude d'y croire, mais pour une raison quelconque, cela fonctionnait cette fois-ci, j'étais intéressée. Et puis, je me suis rendue à l'adresse qui était indiquée. Mais après être arrivée dans la grotte et que le chaman avait jeté le sort, j'avais peur de tout.
Tu te souviens, je me suis évanouie 2 fois et maintenant j'étais réveillée assise devant ma propre maison et tout me faisait peur. Je devais rassembler mes pensées. En tremblant à chaque bruit, je suis rentrée chez moi. J'allais dormir et ça passerait. Le lendemain, je suis arrivée sur le plateau. Je pensais que la crise de panique était terminée. Selon le script, je devais courir à travers une maison en feu. D'habitude, nous tourions cela dès la première prise. J'étais un peu mal à l'aise. Ici, j'avais peur et que je n'arrivais pas à faire le tour, mais je me suis rassurée. C'était absurde et j'étais une professionnelle. Le shoot a commencé, mais ensuite j'étais paralysée. Je ne pouvais même pas m'approcher de cet abîme de feu. Le réalisateur s'est mis en colère et a immédiatement ordonné « Deuxième prise, action !» Mais je me suis sentie égourdie. Bon sang, mais je n'ai jamais eu de problème avec des scènes comme celle-ci. Avec irritation, le directeur a crié d'amener un remplaçant. L'équipe ne veut plus attendre. Comment? Une nouvelle vague d'horreur m'a envahi. Est-ce que je viens de me faire retirer du projet? Puis, quelqu'un a mis un bras autour de mes épaules, j'ai sauté de frayeur. Gab? Il a remarqué avec inquiétude que j'avais l'air fatiguée. Et soudain, il a dit qu'il voulait me soutenir. Il surmonterait ses peurs et y risquer avec moi. Oh non! Rien que de penser à cette descente, j'avais la tête qui tournait. J'espérais juste que Gabe aurait de nouveau la frousse et que tout irait bien. Cependant, lorsque nous étions sur la montagne, Gabe a immédiatement enfilé ses skis. Et puis, craignant que c'était pour mon bien, il s'est précipité. J'ai fermé les yeux. Mon Dieu, pourquoi prendre un tel risque? Et puis Gabe n'était plus là. Oh non! J'ai pensé à courir pour chercher de l'aide, mais quelques minutes plus tard, je l'ai vu. Gabe arrivait. Il avait l'air si heureux. Je l'ai complimenté pour son courage. Gabe a suggéré que nous skions ensemble, et mon estomac s'est refroidi. Mais soudain, une foule d'adolescents s'est précipitée vers nous. Ils ont dit qu'ils m'admiraient. J'étais si cool dans tous les films, et ils ont commencé à me demander de leur montrer un tour. Par exemple, je pouvais skier sur la piste la plus dangereuse. J'ai frissonné. Je ne voulais pas me ridiculiser devant les fans. Troublée, j'ai marmonné que je n'étais pas d'humeur. Mais l'un d'eux m'a crié de ne pas faire des sottises et m'a poussé. Oh là là! J'étais en train de crier et de skier sur une pente raide à une vitesse folle quand j'ai soudain vu un rocher au milieu de la piste. J'ai fait un virage serré sur le côté et je me suis immédiatement écrasée contre un arbre. J'ai ouvert un peu les yeux. Mon Dieu, il y avait une falaise à proximité. Ok, je devais sortir d'ici prudemment. Je laisse échapper un souffle et en entendant le craquement des branches derrière moi. Enfin, j'ai besoin d'aide. Soudain, il y a eu un rugissement. Un énorme ours est sorti des buissons. J'ai vu ses crocs et j'ai immédiatement commencé à courir. C'était la fin. Puis, j'ai entendu un bruit de l'autre côté. L'ours s'est arrêté et s'est retourné au son. Par ici, est venu de derrière l'arbre. C'était Gabe. Il a sauté et a commencé à agiter les bras. L'ours s'est penché vers lui, puis Gabe a couru aussi vite qu'il pouvait sur la pente. Je regardais tout cela avec horreur. L'ours n'a pas pu monter sur le rocher et a erré paresseusement quelque part en direction de la forêt. Je n'arrivais pas à croire que tout allait bien. Gabe, tu m'as sauvée. Gabe a mis son bras autour de moi et m'a offert une pause. Oui, j'en avais besoin et maintenant, on est allé dans un café et je n'ai pas arrêté de remercier Gabe pour son courage. Comment as-tu pu t'approcher si près de l'ours? Gabe a répondu que sa peur pour moi était plus forte que sa peur pour sa propre vie. Et puis, prudemment, il m'a demandé ce qui m'était arrivé. Mademoiselle Casse-Cou. Mes yeux se sont remplis de larmes, mais Gabe a touché mon bras et m'a dit que je pouvais lui faire confiance. J'ai expiré et j'ai parlé à Gabe du chaman. J'ai ajouté que même un lâche comme lui, Gabe, était maintenant plus courageux que moi. Gabe m'a regardé avec surprise, puis se lever et est parti sans un mot. Gabe, arrête, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai couru après lui et je l'ai vu monter dans le bus. Mince, je n'ai pas eu le temps. J'attendrai pour le prochain, puis je rentrerai à la maison et je lui expliquerai tout. Finalement, le bus est arrivé. Je me suis assise en face de la petite fille. Elle a soudainement souri et je me suis sentie mieux. J'allais réparer ça et m'excuser auprès de Gabe. Puis, j'ai entendu un bruit étrange. On aurait dit un moteur défectueux. Mes mains tremblaient déjà, mais j'ai essayé de me calmer. Le chauffeur a dit que maintenant nous allions aller sur la grande route et qu'il verrait ce qui se passe. Soudain, le bus semblait avoir basculé. Qu'est-ce qui se passe? La route était pleine de trous. Le bus a heurté une accumulation de neige glacée et s'est renversé. Les gens ont commencé à briser les vitres. Ils criaient à l'aide, certains priaient même. Et j'étais tout simplement engourdie par la peur. Et puis je regardais la petite fille. Elle était coincée par la chaise et ne pouvait pas se libérer. Mon cœur s'est effondré.
Une image terrible est apparue dans ma tête. Mes parents et moi étions dans la voiture. Je jouais avec une poupée, quand soudain, un coup sec, la voiture s'est retournée. J'ai alors ressenti de la peur. Ma mère a essayé de me sortir de la voiture, mais ses jambes ont lâché. Nous avons tous failli mourir ce jour-là. La forte odeur de fumée m'a ramené à la réalité. Le bus avait commencé à brûler. Tout le monde était sorti, sauf moi et cette petite fille. Je devais la sauver. J'ai rampé jusqu'à elle. J'ai repoussé le bras de la chaise avec force, et la fille m'a serré fort. En la tenant dans mes bras, j'ai escaladé le verre brisé, et ce n'est que maintenant que je pouvais reprendre mon souffle. Nous étions en train de récupérer quand j'ai remarqué une voiture avec des feux clignotants au loin. Étions-nous sauvés? Je n'arrivais pas à me calmer dans la voiture. Je me sentais plus impuissante que jamais. Comment pouvais-je vivre avec ça? On roulait en ville et j'ai vu Gabe à l'arrêt de bus. « S'il vous plaît, arrêtez-vous. » Quand je suis sortie, Gabe m'a vu et s'est immédiatement précipité pour me serrer dans ses bras. Il s'est avéré qu'il avait appris l'accident aux nouvelles. Gabe a dit qu'il ne me laisserait plus seule maintenant. J'étais si reconnaissante pour son attention et sa gentillesse. On a tourné au coin de la rue et soudain, je n'y croyais plus. La grotte du chaman? J'étais engourdie, mais Gabe a dit que c'était ma chance d'arranger ça. Après cela, il m'a tiré à l'intérieur. Nous sommes entrés, j'ai eu la chair de poule. C'était si froid, si sombre et si effrayant. Mais je devais à tout prix trouver le chaman qui avait fait déraper ma vie. Je l'ai vu avec un tambourin dans les profondeurs de la grotte, et j'ai immédiatement crié pour qu'il me rende mon intrépidité. Cependant, ce vieil homme a seulement souri légèrement. Qu'est-ce que cela signifie? J'étais furieuse, mais le chaman a dit qu'il n'avait rien changé en moi. Il m'a juste rappelé qui j'étais vraiment. Le chaman s'est approché et a dit que c'était normal d'avoir peur et que je devais apprendre à contrôler mes peurs plutôt que de rechercher l'absence de peur. Ensuite, je retrouverai mon travail, mes amis. Et maintenant, un homme qui m'aime m'aiderait à le faire parce qu'il avait déjà appris cela. J'ai regardé Gabe et j'ai souri. Je sentais que je me remplissais d'une nouvelle force. J'ai remercié le chaman et Gabe et moi avons quitté la grotte. Aujourd'hui, j'ai réalisé que le véritable courage consiste à regarder dans les yeux ses propres peurs. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci.